Alors, si on sophistique un peu la dette version compteur, la dette 1.0, si on essaie de regarder un peu, on voit déjà qu'en creusant un tout petit peu, les économistes ne sont pas d'accord entre eux, et même une photographie honnête de la situation montre que en face de chaque dette, il y a des actifs, c'est-à-dire que lorsque l'État emprunte de l'argent à un créancier, quelqu'un en face de l'État détient une créance, détient un avoir sur l'État, et donc le conflit, plutôt que d'être intergénérationnel, c'est-à-dire que plutôt de penser qu'on reporte le fardeau sur les générations futures, le conflit il est plutôt dans la façon dont on organise la distribution des richesses à un moment donné sur une génération donnée, et donc le conflit serait plutôt infragénérationnel au sein d'une génération plutôt qu'intergénérationnel. Alors la phrase de Piketty, Thomas Piketty le résume bien, une partie de la population paye des impôts pour rembourser des intérêts à une autre partie de la population. Et puis d'autres économies, citoyens, ils vont beaucoup plus radicalement en expliquant que l'emprunt ce n'est pas neutre et la dette publique elle n'est pas neutre, et que plutôt que d'emprunter aux riches et plutôt que de taxer les riches, on leur emprunte de l'argent et on leur paye en plus des intérêts, et donc il y a un double revenu pour les détenteurs d'épargne et les détenteurs de cette dette, qui non seulement bénéficient de politiques fiscales favorables et qui en plus se voient payer des taux d'intérêt dans un second temps, puisqu'elles sont devenues des prêteurs et des prêteuses de l'État. Donc voilà un premier élément, donc il ne s'agit pas de dire que cette dette c'est un mirage complet, ça n'existe pas. Si, elle est bien là et elle n'est pas neutre, elle emporte des choix de société et un ensemble de choix de redistribution dans l'économie, dans la société. Alors comment en sommes-nous arrivés là? M. Foreau aussi avait déjà dit, alors il y a des pistes, 1973, l'interdiction de financer l'État par la Banque centrale. Cette histoire, elle commence à être reprise. D'ailleurs, cette date de 1973, elle ne vient pas d'universitaires, elle vient de citoyens profanes qui se sont saisis du sujet de la dette, qui ont enquêté, qui ont fait des recherches, et puis qui avaient déterré cette fameuse date de 1973. Pourquoi? Parce que c'était précisément dans une envie de rompre avec cette musique de la dette, cette musique culpabilisante de la dette, où ce serions nous, bénéficiaires des services publics, qui serions coupables d'avoir trop dépensé. Et donc l'idée était de regarder, d'inverser la problématisation et de dire mais non, le problème il vient du renoncement à la souveraineté monétaire, et il vient de cette date de 1973 où le Premier ministre Pompidou et le président Pompidou, aurait interdit le financement de la dépense publique directement par la Banque centrale. Alors, c'est très intéressant dans cette formulation. Le problème, c'est que ça a fait du bruit parmi les historiens. Moi, je prends position aussi dans le livre, parce que cette date, elle peut sembler aussi une espèce de faux semblant, c'est-à-dire que va être inscrit dans les textes effectivement cette interdiction. Néanmoins, ça faisait déjà un certain nombre d'années que l'État ne finançait plus, n'achetait plus directement les emprunts d'État, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne s'est pas passé quelque chose sur les questions monétaires. Donc c'est un peu compliqué, et il faut reprendre cette histoire et essayer de voir qu'est-ce qui s'est joué néanmoins sur les problématiques monétaires et financières dans le rapport de l'État vis-à-vis des banques, qu'est-ce qui a changé dans la façon dont la souveraineté se manifeste vis-à-vis des acteurs des marchés financiers. Alors le récit, c'est que vous avez un autre type de récit qui est de dire la France s'est modernisée, elle s'est modernisée, il fallait qu'elle se modernise, et progressivement elle a pris le pli de l'innovation financière, et l'État s'est financiarisé parce que c'était le cours naturel des choses. Alors on peut rompre déjà avec ce récit, c'est ce que je vais faire par la suite, en montrant que non, tout ça a été débattu, tout ça a fait l'objet de conflits, d'affrontements pour prendre ce chemin de la financiarisation de l'État. Et puis le deuxième récit avec lequel on peut se décaler, c'est l'État serait la victime des marchés financiers. On va voir là aussi que c'est plus complexe, puisque l'État, l'administration publique, et plus particulièrement la direction du Trésor au ministère des Finances,
a promu cette financiarisation de l'État, a considéré que c'était une tactique, une stratégie importante, une carte à jouer pour la France, et les représentants de l'État, au contraire, ont considéré que la puissance de la France était liée, était arrimée profondément à ce développement des marchés de capitaux, à la déréglementation des marchés de capitaux, au développement d'une place financière de Paris très forte, et tout cela passait par la révolution technologique sur les produits de dette publique. Alors, faut reprendre cette histoire. Alors, voilà quelque chose d'assez surprenant que je retrouve dans les archives en 1987. La dette est une marchandise et il faut la vendre. Et on va faire appel à Paul Sulitzer. Alors pour les plus jeunes, Paul Sulitzer, c'est Donald Trump, mais qui n'aurait jamais été président d'un pays. Et donc le Trésor, la direction du Trésor au ministère des Finances, qui est donc celle chargée de financer la caisse de l'État, va recruter Paul Sulitzer et organiser 3 samedis de suite une publicité sur les nouveaux emprunts d'État. Et l'idée est bien de montrer à quel point l'État va se lancer dans la financiarisation et que pour ça, il va faire la révolution sur sa dette publique. Donc à l'époque, le ministère de l'économie et des finances s'appelle aussi de la privatisation. On a Édouard Balladur à sa tête, c'est l'alternance, on est en 1987, l'alternance en 86. Et donc on embauche un cabinet de conseil en communication, on met en place les choses, et alors ce film il est introuvable. J'ai été regardé à l'Inatech, impossible, les bandes vidéo ont disparu, néanmoins le script est toujours là, et puis les programmes télé de l'époque l'indiquent bien, que ce film a été diffusé. Donc il s'adressait à la fois au grand public, mais on va le voir, c'était aussi censé parler à un nouveau public pour la dette, un nouveau public d'investisseurs financiers internationaux qui allaient voir à quel point la France faisait sa révolution. Alors juste quelques éléments, parce que aujourd'hui ça interloque, c'est très, pas choquant, mais en tout cas c'est étonnant de voir à quel point la dette publique c'était pas le fardeau des générations futures, c'était pas quelque chose qui posait problème, mais au contraire c'était quelque chose qu'il fallait promouvoir et qu'il fallait développer avec un grand investissement de l'État. Alors, Paul Sulitzer, cigare à la bouche, s'avance, et puis il explique, voilà, la révolution du marché financier a commencé, et puis il va brandir les tables de la loi divine, il va brandir les 10 commandements, et puis expliquer que le Trésor va simplifier les produits tu simplifieras, la liquidité du marché favorisera, les émissions banalisera, et la libre concurrence respectera. Et puis après, il se balade autour d'une piscine. Il explique pourquoi cette piscine, d'ailleurs, parce que le Trésor, l'État, se jette à l'eau. Il a maintenant 3 mots d'ordre: concurrence, marché et risque. C'est vraiment un vocabulaire nouveau. Il s'assoit devant une nageuse qui porte un maillot aux couleurs de la France. Et il dit, pour faire gagner la France, l'État se place dans une logique de marché. Ne vous y trompez pas, c'est un risque pour lui. Il se soumet à votre verdict, vous, les acteurs financiers, qui êtes susceptibles d'acheter ces produits. Il se soumet aux contraintes de la compétition comme n'importe quelle entreprise, pourquoi pas comme une entreprise comme une autre, comme un ménage, comme le suggérait M. Foron. Il renonce à ses privilèges étatiques. Sulitzer donne le départ, la caméra est éclaboussée, et en voix off, n'oubliez pas, le Trésor se mouille pour vos liquidités, donc avec un très bon jeu de mots. Donc on voit bien à quel point le développement de la dette publique, c'est une tactique d'État, c'est une stratégie de développement de la puissance de l'État français. Ici, c'est une plaquette qui était à destination cette fois des professionnels de marché, et donc vous avez le buste de Colbert qui incarne la puissance de l'État, la tradition de la puissance du ministère des Finances, sous les lambris de la République, rue de Rivoli à l'époque. Le ministère des Finances n'est pas à Bercy, parce qu'aujourd'hui on parle que de Bercy, mais le ministère des Finances est rue de Rivoli, et vous avez un ordinateur en lévitation qui renvoie à la modernité des marchés financiers. C'est un moniteur d'information financière des cours de la bourse, Reuters, et donc vous voyez tout ça doit symboliser la façon dont la puissance publique prend le pas des marchés financiers, et comment puissance de l'État et puissance des marchés ne sont pas contradictoires, au contraire, c'est leur combinaison qui feront la puissance souveraine de la France. Vous voyez, il n'y a pas l'idée de l'État va se flageller vis-à-vis des marchés de capitaux, au contraire, c'est en étant compétitif, en étant le meilleur dans le développement de la finance, qu'on rendra service aux citoyens et on rendra service à nos démocraties. Une autre illustration de ce grand renversement, pour vous
vous illustrer que la dette, on n'en a pas toujours parlé comme ce fardeau, ce problème massif. À l'époque, les générations futures, c'est au contraire très positif. Et vous voyez que lorsqu'on fait la promotion des bons du Trésor, et là, la famille idéale de la direction du Trésor, elle repose sur ce tronc de bois qui n'est rien d'autre que cette dette. C'est-à-dire que pour bien vivre demain, il faut avoir le bon du Trésor. C'est un placement d'avenir. Et il s'agit de s'adresser au grand public en rendant cette dette accessible à tous et que tout le monde puisse placer son argent dans la dette publique. Alors, ça ne vous a pas échappé. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'aujourd'hui, je vous conseille de faire l'expérience, d'aller dans vos agences bancaires, demander à souscrire directement des emprunts d'État. Votre conseiller vous regardera avec des grands yeux. Et pour pouvoir souscrire à des emprunts d'État, on ne peut plus détenir son bon du Trésor à la maison. Il faut passer par des intermédiaires. Ce sont aujourd'hui des sociétés d'assurance, des banques qui souscrivent à la dette publique au marché primaire pour ensuite éventuellement la redistribuer. Donc aujourd'hui, face à votre conseiller, vous choisissez des portefeuilles de risque, mais quand vous prenez le portefeuille moins risqué, obligation d'État, vous pouvez avoir votre épargne qui est placée dans de la dette allemande, la référence, mais aussi italienne, portugaise. Il y a de la française, mais il n'y a pas que. Donc, la grande révolution aussi, c'est cet nouveau public de la dette, ces nouveaux intermédiaires de la dette que sont les professionnels des marchés de capitaux et non plus l'épargnant qui tient en direct son bon du Trésor. Donc l'idée, c'est de voir ensemble comment cette dette publique qui s'échange, qui est une marchandise et dont Paul Lusselitzer fait la promotion, tout ça n'a pas toujours existé. D'autres configurations ont existé, d'autres manières de financer les écarts entre les dépenses et les recettes ont existé. Et après la Seconde Guerre mondiale, on opposait d'ailleurs, jusqu'au milieu des années 80, la dette non négociable, c'est-à-dire la dette qui ne s'échange pas sur les marchés financiers, dont l'État fixe le taux d'intérêt, et cette dette marchande, cette dette négociable, émise, vendue et distribuée conformément à des dispositifs de marché. En 1944, la dette non marchande, qui ne s'émettait pas selon des procédures de marché, était largement dominante. Elle était de l'ordre de 60% de la dette totale en Italie, en France, et émise à parts égales en Angleterre. Là, c'est un graphique du FMI qui vous montre que, y compris les États-Unis, ont toujours gardé une forme d'équilibre entre la dette émise sous forme de marchandises et une dette contrôlée, dont les prix et les taux étaient contrôlés par l'État. Et voilà le graphique pour la France qui démarre dans les années 70. Et vous voyez quelle est l'histoire que raconte ce graphique. C'est effectivement la progressive hégémonie, la progressive domination de cette dette négociable quand la dette non négociable était largement dominante. Alors qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui se cache derrière ce graphique? Est-ce qu'il y a juste à dire, ça a changé, c'est comme ça, et puis passons? L'idée du livre, c'est de montrer que tout un système politique, social, et toute une organisation de l'État se cachait derrière différentes formes de financement de la puissance publique. Donc, la première scène que je souhaite développer devant vous, c'est rentrer dans cette boîte noire technique des façons dont on finançait l'État. Et lorsqu'on remonte à l'après-guerre, on voit qu'existait cette possibilité de se financer en dehors des marchés de capitaux et que l'argent, elle était marquée du sceau public, du sceau de l'administration publique. Les grandes décisions, les faits marquants de l'époque, c'est que la Banque de France, elle est nationalisée en 1945, celle de 4 grandes banques de dépôt aussi, le crédit, l'organisation du crédit, la façon dont on alloue le crédit aux entreprises et aux particuliers est contrôlée aux 2/3 par le secteur public et parapublic. Et on va théoriser cela, on va parler d'un État qui fonctionne comme un banquier, c'est-à-dire qui n'est pas seulement un État qui dépense, un État qui serait indiscipliné et qui dépense, mais c'est un État qui reçoit de l'argent dans ses circuits, c'est un État qui reçoit des dépôts des particuliers, d'institutions financières et bancaires, de tout un ensemble de satellites, et on va appeler ces institutions autour de l'État et ce mode de financement le circuit du trésor, c'est-à-dire que c'est toute cette organisation de l'État comme un banquier. Vous pouvez à l'époque avoir son salaire déposé directement dans les caisses du trésor, on avait un compte chèque postal, on avait la possibilité de retirer au guichet du trésor en fait, et on n'avait pas besoin de banquier, l'État assurait ce rôle en grande partie, c'était le cas pour les fonctionnaires notamment. Et tout un ensemble d'établissements donc, doivent déposer obligatoirement leur trésorerie dans l'État. Et l'État a la particularité, il va utiliser cet argent qui vient dans ces caisses
cette dette à très court terme, cette dette flottante, cette dette de trésorerie, il va l'utiliser pour financer ces écarts de déficit à court terme. Alors il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. On a une hantise du mur de l'argent. Les hauts fonctionnaires qui vont être au pouvoir à l'époque sont marqués par la guerre. La plupart ont été des résistants aussi. Ils sont marqués aussi par ce qui a conduit à l'échec et à l'occupation. Et ce qu'on accuse, eh bien, c'est aussi le capital et les représentants du capital et de la banque d'avoir succombé à la collaboration, d'avoir été trempé dans la collaboration. Il y a aussi le souvenir des crises de trésorerie du cartel des gauches pendant l'entre-deux-guerres, où on avait parlé d'un mur de l'argent, donc de toute une série d'institutions financières qui avaient empêché l'application d'un programme politique, l'équivalent du gouvernement grec Syriza, mais à l'époque de l'entre-deux-guerres. Les milieux financiers n'avaient pas coopéré, avaient spéculé sur le franc et avaient forcé au gouvernement de l'époque à renoncer à leur politique. Et il y a bien l'idée qu'il faut mettre en place quelque chose de différent, et donc il faut rompre avec l'orthodoxie libérale, et il faut que l'État soit interventionniste et qu'il contrôle les affaires de crédit. C'est aussi l'époque où le général de Gaulle explique que l'intendance suivra. La question financière, ce n'est qu'une question technique d'intendance, et que le projet de reconstruction du pays est beaucoup plus important, et que du coup il faut mettre en place un système qui permette d'assurer un financement sécurisé à l'État et à l'économie, et l'administration joue un rôle central dans ce dispositif.